Salut, c'est Hugo de la chaîne Hugo et Chien, et aujourd'hui je viens vous présenter un format très simple. Vous prenez rendez-vous pour qu'on parle des problèmes de votre chien, j'enregistre la conversation et je la diffuse sur la chaîne YouTube. Ici, je parle au propriétaire d'un chien qui s'appelle Lucas, c'est un croisé griffon qui souffre d'anxiété de séparation, et je leur explique tout simplement ce que j'aurais fait à leur place. Donc, si vous voulez être le prochain à obtenir des conseils par téléphone, retrouvez toutes les modalités en description. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour ne pas louper les prochaines. Bonne écoute. Merci déjà de prendre le temps Pas de soucis, merci à toi d'avoir accepté. là-dessus. Non, mais merci pour tes vidéos, elles sont bien intéressantes, elles sont en longueur, c'est bien, on a trop de vidéos sur YouTube qui durent 5 minutes, qui effleurent le problème et qui correspondent pas vraiment à des cas de figure un peu plus hostiles. Oui, exact. Oui, c'est vraiment quelque chose que je veux amener parce que pareil, j'en ai un peu marre des formats courts, format fast-food. Bah oui, pour vendre une formation, c'est bien, mais Voilà, c'est moins bien quand on veut... Quand on veut du contenu, ouais. Ouais, c'est un peu ça. Donc je vais juste commencer par te demander de bien préciser que tu sais que l'appel est enregistré et que je vais le diffuser sur les réseaux sociaux, enfin très probablement que YouTube, mais sur les réseaux sociaux. Donc je vais juste te demander de préciser ça pour prouver que je t'ai pas mis le couteau sous la gorge ou que je te prends en traître. C'est pas... Ouais, c'est normal, d'accord. Alors vas-y. Ok, donc écoute, je pense que tu as commencé l'enregistrement, donc bonjour ceux qui écoutent. Donc on est enregistré, on le sait, c'est un échange de bons procédés, on va dire. Et puis je vais t'expliquer le souci que j'ai avec mon chien. Ouais. Et puis on va pouvoir échanger, je pense, sur qu'est-ce que tu ferais à notre place. Ouais. Je pense que c'est un cas qui ressemble un peu à un de tes chiens, de ce que j'ai cru voir dans tes vidéos. Oui. Un chien qui est très très speed quand quelqu'un bouge, qui a l'air de vouloir être un grand fan du contact. Ah oui. Et je vais expliquer ça pour tout le monde. Et très bien. Donc, je commence, écoute. J'ai adopté un chien qui a 6 ans. Oui. J'ai adopté il y a 2 mois, donc c'est pas un chien qui a connu le refuge ou autre, c'est un chien qui a été en famille d'accueil. On connaît pas son histoire, on sait juste que il a 6 ans, c'est un type, ça ressemble un peu à un griffon, mais petit, de 15 kilos. C'est un chien qui est très enthousiaste, il est très volontaire, c'est un chien qui est curieux, il apprend très vite, très social, c'est un chien qui est équilibré dans son ensemble. Et moi qui avais déjà l'expérience avec des chiens, c'était de bon augure. C'est un chien qui vit en appartement et on s'est assuré que le chien était apte à cette vie, on a bien demandé, il n'y avait pas de souci, la famille d'accueil qu'il a connue était aussi en appartement. Donc ça semblait pas être un souci sur ce point-là. Non, je me permets de te couper juste 2 secondes. Je vis également en appartement. D'accord, tu vis aussi en appartement. J'ai 3 chiens, il n'y a aucun souci pour ça. Je précise juste ça, c'est pas un souci. Donc je te laisse continuer. Super. Donc voilà, on vit en appartement et au passage, on avait bien demandé est-ce que le chien supporte la solitude, parce que nous on travaille, donc je peux pas être là tout le temps, toute la journée. Donc il faut que quand même il puisse s'occuper plusieurs heures au milieu de la journée. Et apparemment il n'y avait pas de problème. Ça semblait pas être... il s'occupait, il dormait. Bon, on était parti là-dessus. Donc ensuite, nous, l'expérience qu'on a eue, c'est en extérieur, c'est un chien qui est curieux. On le balade quand on est hors ville sans laisse. Le rappel marche bien. C'est un chien qui a Combien de temps par les ordres. Combien de temps par jour la promenade? Alors le matin, ça va être en général une demi-heure à 40 minutes. Ouais. Avec du lancer de balle, on essaie de le faire courir, c'est vraiment du sans laisse, on essaie de bien le fatiguer. Yes. Et en fin de journée, ça va être, ça dépend un peu, c'est un peu plus soft en général, des balades un peu plus tranquilles, mais plus longues en général. Ok. Donc il a une bonne heure et demie dehors quotidiennement. Ok. Donc là-dessus, on essaie de bien couvrir son besoin primaire de dépenses. Ouais. Ça, c'est super important. Et puis donc à côté, on a appris pas mal d'ordres. C'est un chien qui apprend très vite les ordres classiques. Donc là-dessus, il connaissait que ACI. Et en fait, on a vite appris, on l'a fait apprendre tout en fait. Tous les trucs classiques. Le panier en revanche, il y va que quand on lui indique vraiment. Mais, quand on lui indique. Et ça viendra, je pense, avec le temps. C'est un peu long. D'accord. Donc voilà. Donc très bien en extérieur. Et le problème, c'est dans l'intérieur. Donc c'est un chien en fait qui est hyper pot de colle. On n'a pas été assez prudent quand on l'a eu, parce qu'on s'est dit il vient d'être adopté, il n'a pas de repères, ça va lui passer. Et en fait, ça fait bientôt 2 mois et il nous colle partout. Chaque pièce qu'il veut qu'on rentre, il veut nous suivre. Il se lève pour tous nos déplacements. Si moi je me lève du canapé pour aller boire un verre, s'il lève la tête, c'est bien. Sinon, il va sûrement se lever pour venir voir. Donc voilà, il supporte très mal d'être séparé, même si moi je m'enferme dans une pièce.
je vais l'avoir derrière la porte à chouiner, puis après, il faut qu'au bout de 5 minutes, il va juste rester allongé, la truffe collée à la porte, à attendre. D'accord. Donc bon, là, on se dit déjà, ça part un peu mal. Ah bah j'ai même envie de vous dire, c'est carrément le nœud du problème, là. Ouais, c'est le cœur du problème. On l'a déjà, donc, là. On a déjà le cœur du ouais, problème, bah, là. Ouais. Ah bah oui, j'aimerais bien qu'on puisse dire, faut dénouer le nœud, mais on va voir qu'on a fait pas mal de choses quand même, et ça semble être assez serré comme nœud. Alors juste une toute petite précision que j'ai un peu foiré, c'est le où est-ce que tu l'as adopté? Alors c'est une association. Association, donc, ouais. C'est une association en Île-de-France qui. Ah, peut-être que je la connais, tiens. Peut-être. Ok, c'est dans quel coin? En Île-de-France, dans le Val-de-Marne. Val-de-Marne? Ah non, Val-de-Marne, je connais pas. Très bien. C'est une petite association, elle est pas hyper connue, mais bon, ils font un bon travail, ils sont sérieux, et il y a eu des entretiens rigoureux pour s'assurer que la compatibilité entre entre les maîtres et les chiens. Il reste des associations sérieuses, c'est bien ça. Oui, il y en a. Faut les trouver, mais il y en a. Ça va, franchement, il y en a. Le chien même avait vécu auparavant dans les environs d'Île-de-France, donc il venait pas de l'autre bout du monde. Ouais, il a pas été dépaysé, donc c'est déjà très bien. Normalement, c'était assez bien géré. Mais bon, donc du coup, à l'intérieur, il nous suit partout, il supporte mal quand on s'enferme. Bon, ça chouine, mais alors qu'en plus, il est même pas câlin, hein. C'est ça qui est assez bizarre. Enfin, bref. Et du coup, en revanche, quand on s'en va, c'est le drame. C'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Alors, il détruit rien, mais il aboie, il hurle, et c'est quasiment immédiat. C'est-à-dire qu'il nous cherche, il va faire le tour de la maison, de l'appartement, et puis une fois qu'il a compris qu'il n'y a personne, il va camper devant la porte, et là il va la regarder avec envie. Alors dans le blanc des yeux, et il la lâche pas. Alors on a essayé le Kong, hein. Par exemple, on part avec un Kong. Attends, je me permets juste de couper 2 secondes. Dans les cas d'anxiété-séparation avérée, quand un chien fait des conneries, ou soit qu'il aboie, soit qu'il détruit les trucs, c'est toujours dans les premières minutes. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que les gens qui vont retrouver leur maison ravagée en étant partis toute la journée, la maison aura été ravagée, s'ils sont partis à 7h, elle aura été ravagée à 7h10. C'est quelque chose à savoir, ça. Nous, en fait, ça va être au début, c'est sûr, hein, aboiement, hurlement, pas content. Et généralement, c'est vrai qu'au bout de 20 minutes, une demi-heure, ça arrive une fois sur deux, on va dire, qu'il finit par se calmer, il va dormir. Et des fois, il se calme pas, et puis ça dure encore 2 heures. Et puis après, c'est généralement en fin de journée, vraiment, que là, il repart de plus belle, il se dit, tiens, il est 15h, et si je reprenais, c'est sympa. Ouais, c'est la deuxième phase de réveil, quoi. Voilà, phase 2, et là, nos voisins n'en peuvent plus, à juste titre. Oui. Et du coup, on est un peu un cours d'idées, parce qu'on a essayé beaucoup de choses, hein, comme beaucoup de monde, on s'enseigne sur Internet. Alors, qu'est-ce que vous avez essayé, du coup parce que je vois que vous êtes 2, donc je vous vois cette fois. C'est ça. Bien sûr, on est 2, c'est ça, on essaie de faire au mieux. D'accord. Alors, ce qu'on a déjà essayé, le Kong, on nous a dit, le Kong, voilà, faut que ça soit moins plaisant au départ, faut l'occuper. Bon, un beau Kong bien garni, tout bien. Alors ça, il adore. Alors quand il a un Kong, il s'occupe plus de nous, mais il sait qu'on est parti. Donc il va juste détruire son Kong le plus vite possible pour venir débouler la porte. Très bien. On a essayé les jouer pour la sortie, donc jouer uniquement en sortie, en fait, quand on n'est pas là, il joue pas, il s'en fout. D'accord. Donc voilà. Donc ça, c'est réglé. On a essayé de ne pas prêter attention au chien au départ à l'arrivée. Enfin, on fait ça depuis le début. Ça n'a pas d'impact probant. Il est toujours aussi content de nous revoir. Et ouais. Voilà. On a essayé les musiques de fond. Pas d'effet significatif. Outre pour un peu couvrir les bruits de porte et autres éventuellement. Oui, pour faire parce que vu qu'il garde un peu, ça peut. Pour faire un effet de masque. C'est ça, un effet de masque. Mais bon, c'est pas probant non plus. On a essayé les vêtements qui portent notre odeur. Ça marche un peu, on met sur un canapé, il va venir sur le canapé dormir dessus au bout d'un moment. Ça a un effet réconfortant, mais c'est pas non plus suffisant pour aider à empêcher le drame. Déjà, vous êtes chanceux, il les détruit pas. Il les détruit pas. Ça peut arriver dans les prochains mois. Dans les prochains mois. Ouais. Bon, on verra. En tout cas, si on continue sur cette lancée. Il faut éviter qu'ils détruisent parce que ça serait. C'est toujours de pire en pire et. De pire en pire. Ouais. Et la suite, ça va être les chaussettes, les slips, les chaussures, et puis progressivement tous les vêtements. Ouais. Donc on va essayer de trouver un problème avant. Ouais. D'accord. Donc qu'est-ce que. Et ensuite là, pour te dire on avait donc écouté tes vidéos entre autres. Oui. Et on réfléchissait avant qu'on te contacte et qu'on fasse cet entretien, cette étude de cas finalement. On avait regardé un peu qu'est-ce qu'on pouvait faire. On a pris 2 semaines en fait de congé
pour se dire, ok, là, on va faire 2 semaines intensives d'entraînement, d'habitude à la solitude, progressif, parce que par une journée entière, c'est pas progressif. Et donc, on s'est intéressé à ce sujet-là. On s'est dit, par exemple, augmenter, rendre le chien quasiment transparent quand on est à l'intérieur, c'est-à-dire vraiment le snobber, pour se dire uniquement quand nous, on veut on initie tout, encore plus qu'avant, vraiment là, on refuse tout, il est transparent. On essaie de faire des faux départs réguliers. Bref, essaie de casser un peu la routine, on part à n'importe quel moment, on part pas longtemps, et là, des premiers jours qu'on a essayé, à chaque fois ça pleure derrière la porte, ça reste très, très difficile. Mais j'imagine que ça vous fait mal au cœur à vous aussi. Ah oui, non, c'est douloureux, mais après on sait que c'est encore plus douloureux pour lui de se sentir mal en journée, donc peut-être qu'il faut passer par cette étape-là. On sait pas trop en fait, c'est un peu le problème, c'est qu'en fait il y a 2 doctrines, on a l'impression, sur internet, je sais pas quel est ton point de vue là-dessus. C'est qu'à d'un côté, les gens qui disent il faut l'ignorer, au bout d'un moment il va se dire que ça sert à rien et il n'a pas eu d'attention, donc il arrête. Et une autre personne, on allait voir un club canin par exemple ce week-end, qui nous ont dit en fait pourquoi pas essayer de l'engueuler quand il pleure, quand il aboie, de le ramener à son panier. Je vais te le dire tout de suite, effectivement il y a 2 doctrines en France, mais je ne suis ni pour l'une ni pour l'autre parce que les 2 sont inefficaces. C'est-à-dire que à la fois le culte de on laisse s'habituer et tout ça ne marche pas. D'accord. Parce qu'en réalité, c'est vrai que ça marche pas du tout. En réalité, c'est une catastrophe. En réalité, ce qui va se passer, c'est que lui, il va prendre l'habitude d'aboyer. Il va prendre l'habitude de tout détruire, il va prendre l'habitude de faire ceci. Et le problème, c'est que ce qu'ils ne comprennent pas, ceux qui disent qu'il faut engueuler son chien, c'est que si son chien aboie, c'est pas pour le fun, c'est parce que ça traduit un mal-être. Est-ce que moi, je vais engueuler quelqu'un qui s'est cassé la jambe ? Est-ce que ça va l'aider non, ça va pas l'aider à se sentir mieux. C'est pareil pour un chien. Donc j'ai cru comprendre que vous aviez essayé d'autres choses que ça. Donc il y avait les jouets, il y avait le snobage, le snobbing et il y avait d'autres méthodes. Après on essaie les petits départs, on essaie de l'habituer juste à nous perdre de vue ne serait-ce que 30 secondes, 1 minute. On s'est dit on va revenir aux fondamentaux, aux basiques. Comme si on avait un chiot, qu'est-ce qu'on fait ? On fait par pas de bébé quoi. Mais on sait même pas si c'est vraiment la doctrine qui marche. Sur un chien adulte de 6 ans qui a connu un gros changement d'habitude, parce que là il est passé à une maison d'accueil entre temps. En 2 mois il a connu avant qu'on l'adopte, il a connu beaucoup de changements, et là quand il est arrivé chez nous, on a l'impression que il tombe amoureux. Et oui, mais c'est peut-être un problème. Et oui, c'est le problème. Et c'est peut-être un problème, parce que j'ai cru, parce que en toute transparence, vous m'avez écrit un mail, et il me semble que j'avais vu aussi les fleurs de Bach. On a essayé fleurs de Bach. Fleurs de Bach, ouais, bon ça c'est un truc dont on me parle, c'est surtout ma mère qui m'en parle, qui est dans ce genre de choses. Mais ce que je prends comme point commun de toutes les solutions que vous amenez, c'est que le but des solutions ne sont pas de régler le problème, mais de régler les symptômes. Ouais, je sais pas si vous dans les symptômes. Voilà, si vous comprenez cette différence, c'est quand même très important, parce que c'est comme si par exemple vous aviez mal à la gorge parce que vous aviez une infection très grave et qu'on vous donnait des pastilles pour la gorge. Ah, bien sûr. C'est exact. Non, c'est sûr, et ça, le problème, c'est que dans toutes les méthodes d'éducation en France, c'est que ça. On cherche en permanence à régler les symptômes. C'est que par exemple, là, dans le cas où vous donnez un Kong au chien, comment vous le donnez avant de partir ? Ouais, c'est ça aussi où on n'a pas l'expérience qui parle pour savoir la bonne technique. Nous, ce qu'on fait quand on donne un Kong, c'est déjà on se prépare entièrement, donc on est paré. Oui. Et ensuite, on essaye de s'occuper de lui, donc on vérifie l'eau, etc. Ouais. Et typiquement, moi, le Kong, je vais l'apporter dans son QG. Ouais. Dans son panier. Donc le QG, oui, je rappelle pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, le QG, c'est l'endroit où le chien peut se calmer. En fait, c'est son lieu de calme. C'est un peu l'équivalent pour nous du lit, mais pour lui, ça va être le lieu où vraiment on va le laisser tranquille. Le QG, c'est l'endroit où on peut rien lui demander et au contraire, on va le laisser dormir toute la journée. Donc voilà, je te laisse continuer. Si seulement il voulait dormir dans son QG toute la journée, ça serait bien. Ouais, mais on va y venir. Mais du coup, oui, on lui donne son Kong en fait, soit auprès du QG juste à côté ou voilà, dans cet espace. Et on part, et donc quand on part, normalement, il nous a pas en vue. Donc il sait qu'on part, il le sait totalement, mais voilà, on lui donne, on part, il a pas de mots. Et voilà. Bon, il y a déjà un problème, je vais le dire honnêtement, il y a déjà un problème, c'est qu'il va tout de suite assimiler le Kong au départ, du coup.
C'est que le chien a très peu de mémoire, mais le chien, par contre, résonne, on va dire, en espèce de phase. Des phases émotives. Donc il y a la phase de joie, la phase d'excitation, la phase de tristesse, de colère, de ce qu'on veut. Sauf que là, il a compris très rapidement, parce que j'imagine qu'il est pas bête, il a compris très rapidement que il est malin, lui. Voilà, quand il a un Kong, ça veut dire que vous partez. Donc il le sait. Donc au moment où il voit le Kong, le moment où vous allez sortir le Kong, tout de suite ça va commencer à développer du stress chez lui. Et donc il a l'air content de l'avoir. Oui, mais il remue la queue. Ah oui, il est. Voilà, mais remuer la queue, ça veut pas dire être content. Ouais. Attention aux détails. D'accord. Ça, c'est un truc à savoir. C'est ça que par exemple, quand on rentre, même moi, si je m'enferme dans une porte, derrière une porte, que je reste 15 secondes et que je ressors, il remue la queue, comme si c'était un soulagement ou je sais pas. Et bah parce que oui, c'est soit c'est du stress, soit c'est un soulagement, soit c'est de la joie instantanée. Parce que moi, je fais bien la différence entre bien-être et joie instantanée. Entre dopamine et sérotonine. Parce que pour le coup, nous les humains, on est codés exactement de la même façon que les chiens sur ce point. Ce qui fait que la dopamine, c'est l'hormone du plaisir instantané. C'est pareil pour les chiens. Mais ce que nous, on va chercher ici, ça va être plutôt la sérotonine, c'est-à-dire l'hormone du bien-être. D'accord. C'est-à-dire un bien-être complet, qui dure sur le temps, quoi. Donc l'anxiété de séparation, pour résumer un peu, c'est un problème qui est multifactoriel. Il y a plein de facteurs qui causent l'anxiété de séparation, mais les solutions que vous avez données, c'est des solutions qui consistent à traiter les symptômes individuellement. Ouais. Donc par exemple, là, il s'ennuie, on va lui donner un Kong. Mais par contre, il est toujours stressé. Donc on va mettre... Il est toujours stressé. Voilà, ça change pas le problème. On va mettre les fleurs de bac, mais par contre, il va continuer à se faire chier. On cumule les techniques. C'est ça. On cumule les techniques pour essayer de régler tous les symptômes. C'est un burger de solutions. Et c'est ce que fait la médecine en général. Moi, c'est un truc qui m'avait fait marrer. C'était, il y a des gens qui me parlaient de leur, je sais plus, c'était des problèmes de foie ou je sais pas quoi. Et en fait, il y a un médicament pour régler le problème. Mais ce médicament qui crée des inflammations. Donc, il faut prendre des anti-inflammatoires derrière. Sauf que les anti-inflammatoires ont des effets néfastes sur le foie. Donc, il faut prendre des anti-inflammatoires. Et en fait, ça ne s'arrête jamais. On finit avec 8 médicaments à la fin pour régler un problème. Ah, c'est ça. On a plein de solutions, mais on règle pas le problème. Donc avant de passer du coup aux solutions, il me faut juste un dernier élément, parce que là, pour l'instant, je ne l'ai pas encore beaucoup développé sur la chaîne, mais moi, j'utilise 4 curseurs. 4 curseurs qui me permettent de mettre en parallèle d'un côté le comportement du chien et le comportement de son maître. Par exemple, ce que j'aime bien, c'est le curseur énergie face au curseur activité du maître. C'est-à-dire, est-ce que le maître est un sportif, est-ce que le chien a une autre énergie, ou est-ce qu'au contraire, le maître est plutôt un amateur de Netflix et le chien est plutôt mou. Mais là, ce qui va m'intéresser comme curseur, c'est le curseur santé. Santé, d'accord. Le curseur santé qui est lié directement à l'empathie. Alors, est-ce que de votre côté, vous êtes plutôt froid ou empathique ? Parce que l'anxiété de séparation est un problème de santé. Et j'ai besoin de savoir ça. C'est l'erreur, je pense, de beaucoup de maths. On est fan d'Eva. C'est adorable, un chien. On est empathique. Oui, voilà. Okay. Forcément. Bon, après, on sait, là récemment, dans notre doctrine qu'on lançait, nous, depuis 2 jours, là, en pris de panique pour trouver des solutions, on se passait en mode froid, à se dire, être froid. Genre, on répond à ses besoins. Ouais. Et en effet, actuellement, pendant 2 mois, on a été quand même assez empathique, même si on a essayé de calmer cette ardeur. Hein. Ouais. Bien sûr. Ouais. Alors, juste pour précision, du coup, l'empathie, c'est quelque chose qui n'existe pas chez les chiens. D'accord. Donc, c'est-à-dire que quand vous avez des sentiments empathiques vis-à-vis d'un chien, lui, il va pas comprendre. D'accord. Si lui, il se sent mal et que vous allez essayer de le rassurer ou quoi que ce soit, il ne va pas comprendre parce que c'est un sentiment qui n'existe pas chez les chiens. Ça, c'est une erreur que les gens font énormément, qui est que, par exemple, si le chien se sent pas bien, si le chien pleure ou quoi, on va essayer de le rassurer. Lui, il va pas comprendre. Lui, ce qu'il va comprendre, c'est que c'est bien d'avoir ce comportement. L'empathie chez le chien, je vais donner 2 exemples. Le premier qui va être assez soft, entre guillemets, et l'autre qui va l'être un peu moins. Le premier exemple, c'est une vidéo qui a bien circulé sur les réseaux sociaux. C'est une vidéo d'un chien qui pleurait sur la tombe de son maître. En réalité, c'était pas un chien qui pleurait sur la tombe de son maître, c'est un chien qui est tombé et qui a fait une crise d'asthme sur une tombe. Ah oui. Donc voilà. Ah oui. Donc il y a toutes les chaînes YouTube, Zododo et tout ça pour dire oh là là, regardez comme le chien pleure. En réalité, il est juste en train de faire une crise d'asthme. Super. Donc ça, c'est pour l'exemple soft. Et pour l'exemple un peu plus hardcore, dans la nature,
et dans les chiens de meute ou chez les loups, parce que les chiens sont très liés aux loups, et d'ailleurs particulièrement les chiens de chasse, mais on va y revenir, un chien faible va être éliminé. Par éliminé, j'entends chasser ou tuer. Génial, c'est beau. C'est systématique, il n'y a pas d'empathie chez les chiens. Un chien malade va Pas d'empathie, ouais. Un chien malade va être tué. Un chien faible va être tué. C'est des choses à savoir. C'est pour ça que eux, ils ne comprennent pas ce sentiment d'empathie, non pas parce que c'est des gros connards, mais parce qu'ils ne comprennent pas ce sentiment qu'on peut avoir vis-à-vis d'un faible. D'accord. Normalement, dans la norme des choses, c'est au chien faible de s'adapter au fort, pas l'inverse. Mhm. Donc l'empathie, c'est bien entre humains, et encore que ça a ses limites. Oui. Mais chez un chien, c'est en général néfaste. C'est quelque chose à savoir. Ok, c'est néfaste. Voilà, donc par exemple pour les problèmes de santé, c'est pour ça que j'aime bien ce curseur. Pour les problèmes de santé, on m'a déjà appelé pour des problèmes de santé. Pourquoi lui donner 4 Dentastix par jour ? Voilà, c'est s'il a des problèmes de digestion, pourquoi il mange des Dentastix ? Donc voilà, ça c'est pour d'autres exemples que j'ai. Donc ça, il faut savoir être froid sur ce point-là. Faut être froid, ouais. Voilà, pour ne pas avoir des problèmes de santé. Donc on va passer du coup aux solutions. Donc je vais rappeler quand même que ce que je vais dire, c'est ce que j'aurais fait à votre place dans cette situation. Qu'il n'y a pas de solution miracle. Malheureusement. Que moi je ne suis pas là pour donner des solutions qui vont régler le problème en 10 minutes. Les solutions doivent venir en grande partie de vous et de vos habitudes, parce qu'il y a des choses sur lesquelles on va revenir qui sont en fait des problèmes d'habitude. Des problèmes de conception et des problèmes d'habitude. Et donc, pour vous donner un exemple de ça, pour mon rappel des solutions, je ne vais pas vous vendre une crème qui fait perdre 10 kilos en 2 semaines. Donc ça va être pareil, on va pas régler un problème sans une certaine durée et sans une certaine rigueur de votre part. Bien sûr, la rigueur, nous, souvent, c'est ce qu'on veut. On veut avoir une méthode qu'on déroule. Il n'y a pas de méthode miracle, on sait que c'est un travail de fond. Ouais. Et quelque chose qu'on se dise, bon, bah là, on va quand même normalement toucher quelque chose qui fonctionne, quoi. Ouais. Bah, normalement, en tout cas, moi de mon côté, si je l'avais fait, ça aurait fonctionné. Donc peut-être qu'il y aura des paramètres qui ne fonctionneront pas de votre côté. C'est variable un peu, c'est sûr. Voilà, c'est variable en fonction de l'expérience. Après, vous m'avez dit que vous avez déjà eu des chiens, donc vous voyez à peu près d'où on vient. C'est pas comme si c'était la première fois, donc ça va. Non. Il y aura des variables, mais de mon point de vue, ça devrait fonctionner. Alors, je vais juste résumer le problème vite fait. Donc du coup, le chien, quand c'est un pot de colle, et votre objectif, c'est de faire en sorte qu'il arrête d'aboyer quand vous n'êtes pas là, parce que c'est insupportable pour le voisinage, et vous avez peur que ça finisse avec un courrier de la SPA qui vous dise si ça continue pendant encore une semaine, on se barre avec. C'est à peu près ça. C'est l'idée. Ouais, c'est vraiment l'idée. Ouais. On en est là, ouais. Je comprends bien. Donc du coup, pour moi, on va dire qu'il va y avoir 3 points sur lesquels avancer. Donc le premier point, ça va être tout bête, mais si votre chien souffre d'anxiété de séparation, le premier point, ça va pas être d'essayer de régler les symptômes, mais ça va être tout simplement de faire baisser le taux d'anxiété. Donc ça, c'est quelque chose que vous entendrez jamais de la part des éducateurs français. C'est soit on le punit, soit on le rassure, mais faire baisser le taux d'anxiété, ça, on n'en parle jamais. Donc faire baisser le taux d'anxiété, on va le faire mécaniquement, en faisant augmenter le taux de bien-être. Alors comment on va arriver à ça ? Oui. Bah oui, parce que c'est joli, c'est bien dit, c'est quelque chose à comprendre, d'accord, mais comment faire ? Alors, je rappelle que c'est un chien de chasse, c'est un griffon, enfin un croisé griffon, quelque chose qui s'assimile à un griffon. C'est un chien de chasse. C'est ça. Les chiens de chasse ont un instinct qui se rapproche énormément du loup. Ils sont très très proches du loup dans leurs besoins. Et ça, c'est un rappel que j'ai fait sur beaucoup de mes vidéos. Les chiens ont des instincts qui sont très proches du loup. Et l'instinct primaire numéro 1 qui se rapproche du loup, c'est la promenade. La promenade, pourquoi ? Parce que un loup, pour vivre, il doit manger. Un loup mange en général entre 1 fois par semaine et 1 fois toutes les 2 semaines. Pourquoi ? Parce qu'il doit marcher 15 km par jour pour trouver une proie, la pister, attendre un moment de faiblesse, la tuer et manger. Ça prend un temps fou. Ce qui fait que dans l'ADN du loup qui a été transmis au chien, un instinct de base, c'est la promenade, mais attention,
la promenade dans une direction donnée. Et c'est là qu'on va revenir D'accord. sur un problème. La promenade a pour objectif de combler cet instinct du chien qui est qu'il doit marcher pour combler son instinct et pour se sentir bien, tout simplement. Mhm. Parce que pour vivre, il a besoin de marcher dans une direction donnée. Donc, pour augmenter le taux de bien-être, il faut le fatiguer sainement. Il faut qu'il soit fatigué de manière saine. Et donc, pour fatiguer sainement un chien, il faut qu'il fasse de la promenade, d'accord, mais pas, premièrement, lâcher, en tout cas, à faire ce qu'il veut, et deuxièmement, pas que du jeu. Pourquoi ? Alors, ça veut pas dire qu'il ne faut pas le lâcher. Ça veut dire que la majorité de la promenade, si on veut augmenter le taux de bien-être d'un chien, la majorité de la promenade doit être au pied. D'accord. Quand je dis au pied, c'est concentré sur les ordres du maître, pas excité par ce qui se passe autour, et relativement calme. Il faut que ça soit un moment de calme, mais un moment quand même physique. Donc il faut pas non plus que vous traîniez à 2 km/h. C'est bien d'avoir une marche un peu dynamique, voire même de courir, voire même de faire du vélo si vous vous sentez et si lui a l'énergie pour. Mais dans tous les cas, la majorité de la promenade doit se faire au pied. D'accord. Parce que nous, c'est vrai qu'on faisait l'inverse. Vu qu'il le rappel marche bien, on lui laisse... il se balade autour du périmètre qu'on traverse. Ouais. On pensait que c'était plutôt bien pour lui de se défouler, en réalité, non. D'apprécier. Réalité, non, parce que là, justement, c'est encore quelque chose qu'on ne comprend pas, qui est la différence entre excitation et bien-être. C'est que quand on le lâche pour qu'il fasse n'importe quoi, il est excité. Ouais, c'est sûr. Mais l'excitation fait grandir le taux de stress. C'est lié. C'est comme si, quand vous aviez 7 ans, on vous disait demain, on va à Disneyland. D'accord. Alors oui, vous allez sauter dans tous les sens, vous allez lâcher des grands sourires et tout ça, mais ce n'est pas du bien-être. Parce qu'à 22h, vous n'arrivez toujours pas à dormir, c'est de l'excitation. D'accord. Ce qu'il faut pour augmenter le taux de bien-être, c'est diminuer progressivement ces phases d'excitation pour les combler par des phases de dépenses physiques saines. Donc ça va être de la marche au pied. Alors je sais que c'est pas marrant, mais si vous lui apprenez à marcher au pied et que ça devient progressivement une habitude, vous n'aurez plus rien à lui demander. Donc ce que ça signifie, ça veut dire que il faut qu'il marche au pied tout le temps, mais par contre que vous pouviez le lâcher, mais sur commande. Moi, ce que je préconise, ce que je ferais en tout cas à votre place, ça serait sur une balade d'1 heure. Parce que là, sur vos temps de promenade, moi, j'ai pas grand-chose à dire. 1h30, c'est très correct. Bon, sur un chien de chasse, on peut aller à plus. Ça ne lui fera que du bien, mais j'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Cependant, moi, ce que je ferais à votre place, c'est par exemple faire 20 minutes au pied pour 5 minutes lâcher. D'accord, ok. Et faire des phases comme ça, pour que l'instinct primaire soit comblé, l'instinct de marcher dans une direction, pour chercher sa nourriture. D'accord. Et d'ailleurs, en parlant de nourriture, vous lui donnez combien de fois par jour ? Le matin et soir. Ok, après la promenade. Après la promenade. Et bah ça peut être vraiment un très bon point, même si le mieux c'est de manger qu'une fois par jour, de lui donner juste après la promenade, pour que justement ça comble complètement son instinct. Il a marché au pied dans une direction, et une fois au terrier, d'une certaine façon, il a à manger, donc son instinct est comblé. D'accord. Il est allé à la chasse, il a chassé, il a mangé. D'accord. Donc, voilà, pour combattre l'anxiété, il faut viser du coup l'hormone de bien-être, la sérotonine. Donc la sérotonine, chez nous les humains, c'est le sport. Ouais. C'est le sport, c'est aussi la cigarette. Bon, c'est un moins bon exemple, mais c'est aussi la cigarette. L'hormone du bien-être, c'est aussi le sport pour les chiens. Donc je sais pas si vous aimez faire du vélo ou des choses comme ça. Je sais pas si le chien peut suivre. Oui. Et là, le vélo, même à pleine charge, il est derrière. Et bah ça peut être super. Le vélo le matin avant de partir, pour le fatiguer en étant au pied, ou en tout cas très proche du vélo, faut pas qu'il fasse ce qu'il veut, ça peut être très bien. Donc évidemment dans la mesure de ses capacités physiques, mais ça peut lui faire un grand bien, parce que ça va du coup décharger une grande quantité de sérotonine, donc d'hormones de bien-être, et ça aide beaucoup à dormir. Ouais. Ça aide beaucoup à dormir, et donc du coup, comme lui il sera fatigué, il va avoir tendance déjà à être plus calme, et avoir tendance à, du coup, à trouver son QG plus intéressant.
C'est sûr. D'accord, donc c'est exactement ce que j'avais commencé à mettre en place Ouais, il y a 2 jours. Une grosse balade le matin ouais. à cavaler. Et c'est vrai qu'après, du coup, il était Ah, il est séché il était après. bien Ouais, fatigué. ouais, il est séché Ah, après. Ouais, c'est ça. ouais, ça c'est très très bien. Donc ça c'est un truc sur lequel il faut plancher parce que c'est, pour moi le plus important c'est de comprendre cet instinct du loup pour pouvoir agir en fonction. Même c'est surprenant de se dire, en fait, faut le tenir en laisse, faut qu'il soit proche et qu'il fasse attention à ça pour ensuite lui donner des moments de Ouais, liberté. pas nécessairement en laisse, hein, je précise, hein, ça peut être au pied mais sans laisse. Là, il y a du boulot. Voilà, il y a du boulot mais c'est pas nécessaire que ça soit en laisse. Hein. D'accord. Moi par exemple sur les chiens que j'ai, bon là je me suis pris une amende il y a pas longtemps donc je suis obligé de le refaire parce que je suis en centre-ville, mais quand je n'étais pas en centre-ville, j'avais jamais de laisse. Hein. Jamais de laisse et il y avait aucun souci. D'accord. Donc, ok. Et qui- Pour son instinct de. Voilà, c'est parce que ça correspond plus à l'instinct du loup. Hein. Les loups entre eux ne se tiennent pas en laisse. Mais nous, bien sûr. c'est quelque chose qui nous permet de les tenir. Alors, à savoir, si vous les tenez en laisse, pas de tension dans la laisse. Hein. Ça, c'est un petit truc Pas à de savoir. tension, ouais. Parce que la tension, du coup, c'est de la tension. C'est Ouais, bien sûr. le moyen de communication du chien. Si la laisse est tendue, c'est qu'il est tendu. Donc, C'est un pro du tirage de laisse. Voilà. On essaie de combattre ça, mais c'est vrai que c'est. Donc ça, c'est vachement un chien de chasse. voilà, ça c'est un autre problème qu'on pourra régler une prochaine fois ou que vous pourrez régler bien sûr. vous-même à l'avenir. Mais ça, c'est pareil. La tension, c'est pas bon. Ok. Voilà, donc on va passer maintenant à deuxième solution, qui est à la maison. Ouais. Donc vous m'avez dit que, enfin tu m'as dit, et j'imagine que la personne derrière confirmera, que à la maison c'est un pot de colle. Ouais. Qui Il suit, se met dans la pièce. qui, s- Dans la pièce où on est. voilà, qui s'excite et tout ça. Et donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que pour lui, la maison, c'est l'excitation. C'est tout bête. Mhm. C'est que son lieu de vie est lié à l'excitation. Et donc là, on peut faire un parallèle très rapide avec ce qu'il y a avant. C'est que dans le besoin du loup et du chien de se dépenser physiquement sainement, si il a encore des phases d'excitation une fois à la maison, ça veut dire que ses besoins ne sont pas comblés. Après, en intérieur, il est. Bah, sauf quand il est seul. Hein. Mais Ouais. quand nous, on est là, il est très calme. Ouais, mais s'il vous colle, Là, s'il vous actuellement, colle partout, ça il veut. dort dans mon dos et. S'il vous mais- colle partout quand vous bougez, ça veut dire que il est quand même sur le qui-vive. Ah, il est sur le qui-vive, ouais, Voilà. totalement. Même, par exemple, si un de nous deux s'en va, il va être derrière la porte à attendre. Et, Voilà. Il est quand même Ouais. sur le qui-vive. C'est que non, il va pas sauter partout, il va pas faire la fiesta ou quoi, mais il est quand même sur le qui-vive. Ça veut dire qu'à tout moment, un moment à la maison peut être un moment d'excitation. Oui, c'est vrai. Donc ça, c'est pas possible. Non. Donc il va assimiler d'une part la maison à une possibilité de s'exciter, mais il va surtout assimiler que vos déplacements le concernent. C'est ça, ouais. Et ça, c'est non. Ça, c'est non, parce que le but de la maison, si on reprend l'analogie au loup, la maison, c'est un peu le terrier. Mhm. Les loups surexcités dans le terrier, ou qui suivent partout et tout ça, ils se font savater la gueule. Ils se font Ouais. corriger tout de suite. Donc je dis pas de faire la même chose, je dis juste que dans l'instinct du loup, dans l'instinct du chien qui a été hérité du loup, il y a cet instinct-là. D'accord. Une fois dans le terrier, on doit être calme, on doit ne pas bouger. Lui, s'il cherche à vous suivre à chaque fois que vous bougez, ça veut dire d'une part que il a l'habitude de le faire, mais ça veut dire aussi d'autre part qu'il a encore l'énergie de le faire et qu'il a encore ce besoin de suivre à combler. Mhm. Donc ça, c'est une chose qui va être réglée par le premier point, Mhm. qui est la promenade suivie, puisque là, du coup, il va avoir plus de suivi, donc il aura beaucoup moins besoin de le faire dans la maison, Ouais, c'est sûr. Ouais. premièrement. Mais deuxièmement, il va aussi falloir lui faire perdre l'habitude. Donc, vous avez commencé à le snober, c'est très très bien. Mais il va falloir aussi commencer à lui empêcher de venir. C'est-à-dire que dans l'établissement du QG... Alors, qu'est-ce que c'est votre QG d'ailleurs, par curiosité? Actuellement, c'est le bureau. C'est-à-dire qu'on a une pièce à vivre principale, salle de bain, une chambre et un bureau. Ouais, le bureau, c'est le moment où vous êtes le plus calme, quoi. C'est... Normalement, le bureau, il n'y a aucune attention qui peut être donnée, qui peut lui être donnée. Ouais. Très bien. Et quand vous partez, il a toute la maison ou il a que le bureau? Bah, on a essayé, enfin, t'as fait depuis le début qu'on donne tout l'appartement et Mhm. ça se passe mal. Donc, Ouais.
sauf quand il se met dans le canapé du salon, là il est bien, mais c'est pas tout le temps. Oui. Et on a essayé une fois récemment de l'enfermer dans le bureau. On a le même comportement, donc il fixe la porte et il hurle, quoi. D'accord. Bon, déjà, peut-être... Même s'il a son QG. Ouais, il a son QG là. Bon, c'est un truc qui peut aider. Moi, c'est un truc que j'avais vu chez certains chiens, c'est que plus c'est petit, plus ils sont rassurés. Ça peut paraître bizarre, donc c'est vrai que ça peut être bien de le laisser dans le bureau, en tout cas pour l'instant. Le temps de trouver l'équilibre. Hein. Il faudra trouver l'équilibre entre le chien et vous. Hein. De toute façon, il y a que ça. Hein. Donc c'est très bien pour le QG qui est un peu plus petit que l'appartement tout entier. Ouais. Mais donc le snobé c'est bien, mais là le point sur lequel il va falloir travailler, en tout cas sur le point sur lequel je travaillerai à votre place, c'est l'empêcher de vous suivre. Mais vraiment l'empêcher. Et d'un seul homme, comme on dirait. C'est-à-dire que si vous êtes deux à partir, vous êtes deux à lui dire de ne pas vous suivre. D'accord. Donc si vraiment cet aspect de meute, c'est-à-dire l'aspect de on se met en bloc pour te dire non. Et donc ça peut être... par exemple, s'il a un panier dans le bureau, il est reposé dans le bureau, il est tout calme, tout se passe bien, parce que vous êtes, je sais pas, moi, vous regardez un truc, vous faites ce que vous voulez, tout est calme. Le moment où vous levez, s'il lui se lève, instantanément, non. D'accord. Instantanément, vous tournez vers lui, le doigt pointé vers lui, non, couché. C'est-à-dire que là, l'objectif, ça va être de faire en sorte de lui faire comprendre que quel que soit votre mouvement dans la maison, lui, il doit rester dans son panier si vous lui avez demandé. Et donc, au début, ça va être un peu forcé, évidemment, parce qu'il va falloir qu'il prenne l'habitude de le faire. Mais au bout d'un moment, ça va devenir une habitude. Et il va commencer à prendre l'habitude de se dire que même si vous bougez, il n'y a pas nécessité de vous suivre. Parce que le problème... Pour l'instant, là, c'est ce qu'on essaye un petit peu, mais c'est vrai que déjà le panier, il sait très bien ce que c'est, il est pas bête, mais faut vraiment lui indiquer, et tu te mets là, et faut lui pointer le doigt dessus. Et bon, il y va, il nous regarde, et puis dès qu'on le perd de vue, il revient, quoi. Ouais. Et ben c'est quelque chose sur lequel il va falloir travailler, parce que c'est quelque chose de très important pour lui, en fait, d'avoir un lieu où vraiment on ne s'occupe pas de lui, et il n'a pas besoin qu'on s'occupe de lui. Là, s'il revient, ça veut dire qu'il veut qu'on s'occupe de lui. Ouais. C'est tout bête. S'il essaye d'aboyer et de vous suivre quand vous partez, c'est parce qu'il veut de l'attention et qu'il ne sait pas comment l'obtenir. Ouais. Là, ce qu'il faut qu'il comprenne, c'est qu'une fois dans la maison, l'attention, il n'en aura pas. D'accord, ouais, c'est sûr. C'est dur. Je sais que c'est dur. La route est longue. La route est longue, et puis psychologiquement aussi c'est dur, parce que si on prend un chien, c'est pour cette attention qu'on a au quotidien et tout ça. Mais c'est quelque chose qu'on peut lui demander. C'est plus quelque chose qu'on doit lui demander que quelque chose qu'on doit lui donner. C'est plus un service qu'il nous rend d'une certaine façon. Les chiens adorent nous rendre service, et si on lui demande de nous donner de l'affection, et ben lui il sera content d'en donner. Mais par contre, ça doit pas être tout le temps. Au contraire, lui dans la maison, il faut qu'il soit au calme. Il faut qu'il soit très calme, il faut que la maison s'assimile au calme. Et vraiment le moment qu'on donne au chien, son moment de la journée, c'est la promenade. La promenade au pied, parce que c'est là où on comble le plus son instinct. C'est vraiment l'activité principale du chien. C'est quelque chose que les gens ont beaucoup de mal à comprendre, mais c'est le truc le plus important pour le chien. Et l'affection à la maison passe, mais loin, 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 loin derrière. Dans les besoins du chien, priorité promenade, deuxième priorité la bouffe, parce qu'on va pas se mentir, j'imagine que c'est pas quelque chose qu'il doit détester, manger. Ah non, ça c'est un grand fan. Et troisième chose, c'est l'affection, mais ça vraiment, je vais le dire peut-être un peu crûment, mais l'affection, il n'en a pas besoin du tout. C'est plus nous les humains qui en avons besoin. Ah, c'est plus nous, ouais. Mais s'il prend l'habitude d'en avoir, forcément il va en demander. Donc progressivement lui en donner de moins en moins, mais non pas parce qu'on l'aime pas. Si on aime son chien, la meilleure façon de donner de l'amour à son chien, c'est au lieu de le promener 1 heure, c'est le promener 2 heures. Ça va être une super preuve d'amour pour son chien. Ça, c'est l'équivalent d'un gros câlin pour les humains. Pour lui, ça va être de faire une promenade plus longue.
Ouais, ça peut se tenter, un réveil à 5h30, puis Ah bah, peut-être, hein, j'ai fait ça si fut un temps. Pour ceux, ça a marché. pour ceux qui connaissent mon parcours professionnel, j'ai fait ça fut un temps. C'est pas de l'affection. Ouais, non, c'est sûr, c'est moins fun. C'est pas de l'affection, en tout cas pour l'humain. Pour le chien, oui, mais pour l'humain, non. Non. Mais donc voilà, commencer à comprendre que l'amour pour un chien, ce n'est pas l'affection, c'est déjà un grand pas. C'est un grand pas en avant parce que à la maison, il ne faut pas ne pas lui donner du tout d'affection, mais il faut lui en donner moins parce que sinon il va chercher à en avoir. Et quand vous partez, il va chercher à en avoir. C'est sûr. Il n'en a pas besoin. Ça, ouais. Il n'en a pas besoin de cette affection. C'est quelque chose à comprendre. Moi, mes chiens, les moments d'affection que je leur donne, c'est grossièrement quand je les vois et qu'ils me font marrer parce qu'ils ont une tête débile. Et que j'ai envie de jouer avec eux, de les embêter, qu'ils me mordillent ou quoi que ce soit. Enfin, c'est ça les moments d'affection que je leur donne, mais la plupart du temps, je les laisse tout seuls dans leur coin. Pour être honnête, d'ailleurs, ça c'est quelque chose que j'ai découvert aussi à mes dépens, c'est que les chiens, ils ont beau être 2, 3, 5, 25, ils ne communiquent quasiment pas. Une fois à la maison, ils ne communiquent pas, les chiens. Ils n'ont pas besoin de communiquer dans leur terrier. Ils dorment chacun dans leur coin ou l'un à côté de l'autre, mais ils ne communiquent pas. Donc par exemple, la solution qui aurait pu être de prendre un deuxième chien, ça peut être une solution pour le rassurer, mais pour le rassurer uniquement. Ça n'a aucun intérêt pour l'occuper. Ouais. Parce que si y en a un qui décide de faire une connerie, bah, l'autre il va faire la même chose. Donc au lieu d'avoir un qui aboie, on va en avoir deux. Ouais, c'est ça, ouais. L'intérêt d'avoir un deuxième chien, c'est d'avoir quelque chose qui rassure, enfin avoir un autre copain, donc se dire voilà, bon, je ne suis pas seul, mais de toute façon, j'en ai rien à foutre parce que l'affection, ça ne m'intéresse pas. D'accord. Donc la solution d'avoir un deuxième chien qui a pu traverser votre esprit n'est pas une vraie solution. D'accord. Donc ça c'est quelque chose que j'ai vraiment observé à mes dépens, qui est que les chiens n'en ont rien à foutre les uns des autres quand ils dorment. D'accord, mais ça c'est vraiment important de travailler le fait que la maison, donc c'est pas un lieu d'excitation. Voilà. Et surtout, qu'il doit s'en contrecarrer de nous, sauf si on l'appelle, quoi. Mais c'est ça, il doit complètement... Voilà. Et c'est-à-dire que même à n'importe quel moment où il suit, faut que physiquement on aille l'amener à son panier, pas bouger, et serrer la vis comme ça pendant pas mal de temps jusqu'à que ça rentre, c'est ça? Serrer la vis, il faut pas non plus que ça devienne des crises de cris, tout ça, mais par serrer la vis, par contre, ça peut être beaucoup plus attentif parce que ce qu'il faut savoir aussi sur les chiens, c'est qu'on ne peut pas punir un chien qui a fait une connerie il y a 2 minutes. Ouais. Parce qu'il y a 2 minutes, c'est déjà trop tard. Donc ce qui peut être fait, ça dépend de la configuration du bureau, mais ça peut être lui demander d'aller dans le panier, faire semblant de partir, mais rester derrière la porte et attendre le moment où il va se lever. Ouais. Et instantanément, dès qu'on entend le bruit de sa patte sur le sol, non, tu dégages. C'est ça. Dans ton panier, casse-toi, dégage. Il faut progressivement lui amener ça pour qu'il comprenne que quoi qu'il se passe, déjà il y a une présence. Les règles de la maison sont une présence dans la maison. C'est-à-dire que vous soyez là ou pas là, les règles s'appliquent. Donc lui, ça va lui faire l'effet de surprise, c'est-à-dire qu'il peut être derrière la porte à tout moment. Mon maître peut être derrière la porte à tout moment, donc je n'ai pas intérêt à faire de conneries, parce que sinon il risque de me griller. Ouais, donc ça, c'est quelque chose sur lequel on peut avancer. Et puis c'est autre chose sur lequel vous pouvez travailler, c'est lui demander de manière complètement arbitraire et hasardeuse d'aller dans son panier. Par exemple, vous avez un moment d'affection pendant 5 minutes, et 5 minutes après, vous le dégagez. De manière très froide, sans empathie, sans rien du tout, c'est comme ça dégage, casse-toi, va dans ton panier, et vous vous y tenez. L'objectif de ça, ce n'est pas de faire en sorte que votre chien vous déteste, c'est de faire en sorte qu'il comprenne que quand vous lui demandez de se calmer, il a tout intérêt à le faire. D'accord. Et ça aussi, c'est lié par exemple au fait que, le fait que la maison, les règles sont mal assimilées. C'est aussi lié au fait, par exemple, qu'il soit très attentif, il garde un peu, il va écouter tous les bruits. C'est lié aussi ça. Ah oui, c'est lié. C'est lié, ouais. C'est lié à ça parce que il va être très attentif au moins de sites d'excitation. Parce que par exemple, ça c'est un truc sur lequel c'est extrêmement difficile de travailler, particulièrement en cette période, parce qu'on a très peu de visites par rapport à avant. C'est la sonnette, par exemple. Ouais. La sonnette, quand ça sonne, le chien il devient fou. Ouais, c'est terrible. Parce qu'il sait que derrière il y a quelqu'un.
Donc probablement une source d'excitation et probablement une source de vie. Là, en cette période, c'est très difficile de travailler dessus parce que ça arrive de manière complètement aléatoire. Et 70% du temps, c'est des livreurs Amazon ou ce genre de choses. Donc c'est très difficile de travailler dessus. Mais ça fait partie du jeu, ça. C'est quelque chose qui est lié à ça, qui est lié à ce phénomène, où le chien, en fait, s'occupe de ce qui ne le regarde pas. C'est ça, et il s'occupe de ce qu'il ne regarde pas, c'est exactement ça. Ouais. Voilà, ça ne le regarde pas. Si vous allez à la douche, si vous allez manger, si vous allez quoi que ce soit, ça ne le regarde pas. Théoriquement, ça ne le regarde pas. Donc, non, c'est sûr. lui, ce qu'il doit le regarder, c'est ses affaires à lui, c'est-à-dire dormir. Parce que comme je l'ai rappelé dans la vidéo, un chien, ça dort énormément. C'est un truc qu'on oublie souvent, mais par exemple, les lévriers, ça dort 20 heures par jour. 20 heures, c'est impressionnant. Ça dort plus qu'un chat, un lévrier. Donc les chiens de chat, c'est aux alentours de 14 heures en général, mais c'est énorme. Ouais. Un chien, ça dort énormément. Donc toutes ces phases d'excitation, c'est des moments où il va pas dormir, et on connaît tous les effets du manque de sommeil sur l'humeur. Ouais, c'est sûr, ça joue, ouais. C'est la même chose sur les humains que sur les chiens. Donc lui donner la possibilité de dormir, c'est lui donner justement cette possibilité de rattraper peut-être des heures de sommeil en moins et de développer plutôt un sentiment de bien-être plutôt qu'un sentiment de tension. D'accord. Donc en gros, pour résumer ce point-là, il faut lui donner pour indication de vraiment aller dans son panier. D'accord. Le plus souvent possible, au moins le temps qu'il assimile que le panier c'est son endroit et que le reste ne le regarde pas. D'accord. Et donc ça va pouvoir aider dans le sens où ça va être plus facile de se déplacer dans la maison. Ouais. Et ça va être plus facile aussi de se déplacer hors de la maison, par exemple la porte ouverte pour sortir les poubelles, tout en ayant toujours l'oreille tendue pour savoir s'il suit ou pas. S'il suit, bah, demi-tour, hélico presto, retourne dans ton panier, ça dégage. Et s'il suit pas, c'est très bien. Mais par contre, s'il suit pas, il ne faut pas le récompenser en lui disant c'est bien. Ouais. Parce que là, on recrée une phase d'excitation. Ouais, c'est sûr. Donc lui, il va pas comprendre non plus. C'est un truc que je dis assez souvent, qui est que la meilleure récompense pour les chiens, c'est le silence. C'est une des meilleures récompenses qu'on peut donner à un chien. Puisque, encore une fois, moi j'aime bien prendre les analogies aux loups, les loups ne se récompensent pas entre eux. Quand ils font quelque chose de bien, ils sont ignorés. Quand ils sont ignorés, ça veut dire tu es inclus. Voilà. Ok. Tout simplement. Donc ça, c'est une des meilleures récompenses du chien, c'est que si on lui dit rien, c'est bien. L'excitation, les friandises, les caresses et tout ça, c'est très bien pour apprendre des tours. Parce que c'est un comportement instantané qu'on essaye de coder. Là, c'est un comportement de long terme qu'on essaye de coder. D'accord. C'est un état qu'on essaye de coder. Le dressage, c'est une chose. L'éducation, c'en est une autre. L'éducation, c'est coder des états. Et donc un état, ce n'est pas instantané. Donc on ne va pas récompenser un état. D'accord. Par contre, on va interdire un mauvais état. Et donc là, un état d'excitation où il va suivre, on va l'interdire. D'accord. Donc est-ce que tout est clair pour ce point ? C'est bien noté. Très bien. Et donc on va passer sur le troisième point, donc le dernier, c'est le rituel de départ. Ah, le rituel de départ. Ah, le rituel de départ, c'est toujours le plus difficile. Et donc, je vous ai posé la question tout à l'heure de comment vous donniez le Kong. Et donc, le problème, c'est que le Kong est assimilé au départ. Donc, pour rappel, vous donnez le Kong au moment où vous êtes déjà prêt à partir. C'est limite si vous le balancez comme une grenade et que vous vous barrez. C'est ça, ça part comme une grenade. Voilà. Et puis, on dégoupille, on ferme la porte et on se barre en courant, quoi. Voilà. Avant que ça pète. Voilà. Eh ben non. Non. Forcément. Parce que le problème, c'est que là, le jouet est assimilé au départ et donc à de l'excitation. Ouais, d'accord, c'est ça. Le jouet doit faire partie... Alors moi, je le dis honnêtement, les jouets, je m'en sers jamais. D'accord. Parce que déjà, la plupart du temps, ils en ont rien à foutre. Je le dis honnêtement, ils s'en foutent complètement. Donc ils ont des trucs à mâcher, bon, ils en font pendant 1 heure et puis après ils oublient, ils retournent dormir. La plupart du temps, les jouets, ils s'en foutent, mais si vous laissez des jouets, ils doivent faire partie de l'univers de la maison. C'est pas quelque chose qui doit être exceptionnel. D'accord. C'est pas quelque chose qui doit arriver comme ça, comme par magie, parce que si on crée, on va dire, de la non-abondance, ça crée de la valeur. C'est l'expérience du cookie qu'on a fait sur les humains,
où en gros on a demandé à des humains d'une part, enfin des humains, c'était une expérience sur des étudiants il me semble, qui était en gros, il y avait deux groupes, il y avait le groupe des étudiants qui avait un cookie dans une boîte et un groupe qui avait 10 cookies dans une boîte, et on demandait aux étudiants de donner la valeur du cookie qu'ils estimaient. Pour les étudiants qui avaient un cookie dans la boîte, la valeur du cookie était très élevée. C'était, on pourrait dire, 2,50 € par exemple. Tandis que ceux qui avaient 10 cookies, un cookie valait 40 centimes. C'est-à-dire que la non-abondance crée la valeur. Ouais. Et c'est la même chose pour les chiens. Si le jouet n'est pas là en permanence, ça va lui donner une valeur intrinsèque qui va créer de l'excitation. D'accord. Le jouet doit faire partie de son univers permanent, de son univers calme. Il doit faire partie de son QG. C'est-à-dire que si il y a par exemple un truc qui marche très très bien et que les chiens adorent, c'est le bois de serre par exemple. S'il y a un bois de serre, il doit être tout le temps là. D'accord. C'est-à-dire que si lui, il veut mâchonner pour s'occuper, parce qu'il n'arrive pas à dormir, il est toujours là. Il n'y a pas un moment où il va se dire j'ai envie de mâcher et il n'y a pas le jouet. Ok. Il faut que ça fasse partie. Parce que c'est vrai que on a vu certains, des dresseurs autres qui disaient oui, en fait, il faut donner justement des choses plaisantes au départ pour qu'il associe le départ à quelque chose de plaisant, etc. C'était là-dessus qu'on s'était un peu calqué sur l'idée, on donne ça au départ, c'est cool, prends-le bien. Enfin... Oui, prends-le bien, mais 10 minutes après, il est pas con, lui. Hein. Effectivement, sur le départ, ça va être bien. C'est bien si c'est pour aller chercher le pain ou un truc comme ça. Mais si c'est pour partir 8 heures, c'est pas possible. Ouais. Il est pas con. Ouais. D'accord. Parce qu'en réalité, ce qui est plaisant, pour rappel de ce que j'ai dit, il faut faire une différence entre excitation, plaisir instantané et bien-être. Ce qui est plaisant, c'est du plaisir instantané. Sauf que la dopamine, le principe de la dopamine, c'est que c'est une des hormones qui a un effet de chute le plus violent. C'est-à-dire qu'une fois que la dopamine est descendue, c'est encore plus violent que le reste. Ouais. Parce que l'excitation, quand ça descend, c'est cool, ça soulage. Mais la dopamine, quand ça descend, c'est pas agréable. C'est pas agréable du tout. Donc effectivement, donner quelque chose de plaisant, c'est bien, c'est rigolo. Nous en plus, parce que là, ce qu'ils disent, ce qui est pas faux, c'est que ça fait plaisir surtout à l'humain, à son maître. Ouais, bien sûr. Parce qu'on se dit, on lui a donné un truc de plaisant, on est quand même pas des rats, on l'a pas laissé, on l'a pas laissé comme une merde. Donc c'est plaisant de ce point de vue-là, mais c'est plus pour nous faire du bien à nous. Donc, de mon point de vue, un jouet, ça doit faire partie du QG, ça doit faire partie de l'univers calme, parce que ça ne doit pas être un outil plaisant, mais un outil d'occupation. D'accord. Donc ça doit être toujours là. Donc pour le con bien garni, c'est compliqué, parce qu'il va le massacrer. Mais plutôt chercher des choses, par exemple, comme je disais, le bois de serre. Le bois de serre, ça dure extrêmement longtemps. Il y a aussi la corne de buffle. La corne de buffle, il faut faire un petit peu attention à comment il le mange, parce qu'il y a des filaments qui peuvent être qui peuvent mal passer pour certains. Ceux qui gèrent mal la mastication, ils peuvent se coincer dans la gorge, donc ça c'est pas terrible. Donc ça, le mieux c'est de faire un test, de voir comment ça fait. Je sais pas, si vous êtes en week-end, vous regardez comment ils le mangent. Vous avez des trucs comme ça qui en fait peuvent occuper, mais qui doivent être en permanence dans son QG. D'accord. Donc quand vous lui dites d'aller... Oui. Parce que là, moi, on avait essayé par exemple tout ce qui est les os en peau de je ne sais pas quoi. Mais ça dure 10 secondes ça. Déjà, quand il l'a, il le dégomme en 10 minutes. Ouais. Et quand on lui laisse la journée, il y touche pas. C'est que quand on revient, qu'il dit ah ouais, en fait j'ai mon os, super. Et là il le dégomme. Ouais, ça prouve bien qu'il s'en fout en fait, que c'est comment dire, c'est une phase d'excitation qui est liée à votre présence, qui fait que lui, comme il a quand même une certaine assurance, il sait que vous êtes là, il voit ça comme une attention. Donc ça peut être ça peut être un élément pour dire qu'effectivement, il va pas forcément s'y intéresser au début. Même pas s'y intéresser du tout. Il s'intéresse pas. Ouais. Quand en cas d'absence, ces jouets sont inexistants. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'occupation, enfin moi les jouets, franchement, ils s'en foutent, quoi. Ils s'en foutent complètement. Quand je suis pas là, ça dort, quoi. Ils ont rien d'autre à faire. Mais il faut que ça dorme. C'est ce que j'ai connu sur les chiens avant. Ouais. Et c'est ça qu'il faut viser, ouais. Ouais, clairement. Mais par contre, là, je préviens, les trucs en peau comme ça, c'est déconseillé déjà pour des raisons de santé, parce qu'en général, ce qui sort derrière, c'est pas très beau.
Ouais. Et surtout, ça sert à rien parce que ça dure pas assez longtemps. Même si s'y intéresser, ça sert à rien. Vraiment, il faut des trucs très très solides. D'accord, du solide. Voilà. Et donc, le dernier point sur le rituel de départ, c'est la façon de partir aussi. D'accord. La façon de partir, c'est l'énergie que vous véhiculez. Donc ça, je reprends des tests de César Milan, je sais pas si vous connaissez, qui est pour moi, lui pour moi c'est le meilleur. Hein. Clairement, si vous, c'est ça. Ouais, lui c'est le meilleur, mais il a été déprogrammé en France. Ah super. Ouais, il est interdit en France, tout le monde le déteste en France, donc voilà, c'est génial. Parce qu'en France, on n'aime pas les solutions, mais bon, je ne suis pas là pour en parler. On n'aime pas les solutions, on préfère se plaindre. Bref, donc le truc à voir, selon César Milan, c'est l'énergie. C'est-à-dire l'énergie que vous véhiculez quand vous partez. Donc l'énergie, c'est la force de l'intention, si on veut. D'accord. Quand on part, on peut avoir à la fois le cœur serré de savoir qu'on laisse son chien, on peut être pressé ou quoi que ce soit. Il faut observer le comportement de son chien en fonction. Et il faut corriger le comportement de son chien en fonction de cette énergie-là. D'accord. C'est-à-dire que pour revenir au QG, si vous êtes, par exemple, que vous vous sentez pas bien, parce que vous laissez votre chien, il faut que lui ne voit pas ça comme une faille. D'accord. Vos émotions ne doivent pas faire partie de ce qui le concerne. D'accord. Parce que j'imagine que ça doit faire mal au cœur, mais ce n'est pas une faille. Donc l'énergie, c'est travailler, c'est-à-dire savoir en temps réel ce que vous ressentez, pour retrouver la force de vous concentrer sur ce que vous voulez obtenir de votre chien. Si vous êtes pressé, il faut quand même, et je sais que ça peut être dur, si vous avez 5 minutes de retard, si votre chien n'est toujours pas calme, eh ben il faut attendre. Alors vous allez vous faire défoncer par le patron, vous allez vous faire défoncer au travail ou quoi, mais l'énergie, lui, va le comprendre, c'est très simple, c'est l'énergie que vous véhiculez, il va vous suivre en fonction. S'il voit la moindre faille, s'il voit que par exemple quand vous êtes euphorique, et bah, il va pouvoir en profiter pour sortir de son panier, et bah il y a une faille. Si vous êtes pressé, il peut sortir de son panier, il y a une faille. Toutes les failles, il va s'engouffrer dedans. Moi c'est ce que je dis aussi sur les chiens, c'est que un chien, s'il a une idée en tête et que rien ne l'empêche de le faire, il va le faire. Donc là, dans ce que vous allez amener, vous allez l'empêcher de vous suivre et tout ça. Mais si par contre il y a des failles vis-à-vis de votre énergie, il va en profiter. Donc ce que vous pouvez faire pour ça, c'est vous entraîner, comme vous l'avez déjà commencé à faire, à partir et à le snobber. Mais avec différentes énergies. C'est par exemple faire semblant de partir et faire ouais super, je me barre, vraiment surexcité et tout ça. Mais par contre le moment où lui va essayer de vous suivre, ça dégage. Instantanément. C'est des espèces de pièges. C'est ce que j'appelle pousser à la faute, moi. On l'emmène à... Voilà, on l'emmène à fauter pour le corriger, pour lui dire qu'en gros, même dans cette situation, il n'y a pas de faille. Donc véhiculer une énergie nouvelle, une énergie différente, donc faire semblant d'être pressé pour aller sortir les poubelles, faire semblant d'être surexcité pour je sais pas quoi, même... Si typiquement, là moi je m'habille, je prends mes clés, tout ça, là je le vois qu'il se lève, etc., il est intéressé, moi je le renvoie au panier et je m'assure qu'il soit dans un état calme. Et on multiplie les cas, on multiplie les contextes pour essayer de bien lui dire que quoi qu'il arrive, toi t'es calme. C'est exactement ça, ça. Donc un truc que César Milan dit, donc là je vous donne un conseil de César Milan, pas un des miens, qui est dans le cas d'anxiété de séparation, qui est, lui c'est un des exemples que j'aime beaucoup chez lui, c'est les clés en général, c'est le signe numéro 1 du départ. De la même façon que, je sais pas si vous connaissez l'expérience de la cloche qui avait été faite sur des lions et des chiens, qui est que si, en gros, on donnait à manger à des chiens à chaque fois qu'on faisait sonner une cloche, et progressivement, le seul fait de sonner la cloche faisait saliver les chiens. Et bah là, c'est la même chose. Le seul fait d'entendre les clés va le faire stresser. Et donc, ce que lui recommande avec les clés, c'est de les faire bouger de manière complètement aléatoire, de se diriger vers la porte, de revenir, de faire bouger les clés, en fait, de faire en sorte que les clés ne soient plus un déclencheur.
c'est désinhiber l'existence des clés. En fait, les clés ne doivent plus exister dans son univers mental. C'est ça, ouais. Et donc ça, c'est un conseil de César Millan qui est très bon, qui marche très très bien, et qui peut à la fois être marrant, parce que du coup, vous allez voir à quel point les chiens peuvent être, je veux pas dire bêtes, parce que ce serait méchant, mais qui peuvent être assez naïfs, en fait, sur ces points de vue-là, et c'est un côté très attendrissant, mais qu'il faut justement leur apprendre à se désintéresser de ça. D'accord. Donc après, je suppose que ça s'applique aussi aux autres choses, genre un manteau ou autre, et se dire, bah... Oui. Ouais. Bah ouais, par exemple, je sais pas, pourquoi pas mettre le manteau à la place d'un pull ? Ouais, bien sûr. Il fait froid, bah très bien, je vais mettre un manteau. Alors certes, c'est pas quelque chose à faire dans tous les cadres, mais à la maison, pourquoi pas ? D'accord. De la même façon, alors là, j'extrapole, mais si c'est la même chose pour la laisse au moment de sortir en promenade, ça peut faire partie de la même chose, parce que le but de la promenade, c'est pareil, c'est de partir calmement. Mais bon, c'est vrai, d'accord. Ça s'applique aussi à la laisse. Ouais. Voilà, ça s'applique aussi à la laisse. Donc ça, c'est le conseil de César Millan, c'est rompre ce lien de cause à effet entre un objet et la valeur stress qu'il y a derrière. Et toi, tu penses aussi que ça marche aussi le fait de multiplier régulièrement les départs, les faux départs ? Ah oui, complètement. Ouais, ça marche, ouais. Ça marche les faux départs, mais avec toujours cet objectif en tête de l'empêcher de sortir de son QG. Ouais, ça c'est la route va être longue, hein, parce que là... Ah ben ça va être le plus dur, mais une fois qu'il y aura ça, en fait, là, étape par étape, ça serait déjà sortir du bureau. Mais le faire 10, 15, 20 fois dans la journée. Ouais, c'est ce qu'on fait, là, c'est... on le met à son panier, on sort, et dès qu'il se lève, on le ramène dedans, mais... Voilà, mais il faut pas le ramener une fois qu'il est levé. Ouais. Il faut se retourner instantanément le moment où il va se lever. Le moment où il se lève, c'est le fait qu'il le fasse, enfin l'action de partir. C'est ça, c'est l'action de partir qu'il faut corriger. Finir, ouais. C'est pas l'action d'avancer une fois qu'il est déjà levé. Ouais, d'accord. C'est l'action. Ouais, il faut être vraiment très attentif. Très attentif. Ça peut être long du coup à éduquer, non ? Ah, ça peut être long. De ton expérience. De mon expérience, ça c'est le genre de choses qui va être fait pour le coup, ça pour le bureau, c'est quelque chose qui va être fait en 2-3 jours. En 2-3 jours, d'accord. Enfin, 2-3 jours pour moi, donc j'imagine une semaine pour... une bonne semaine pour... Ouais. Ça, c'est juste pour le bureau, donc encore une fois, ce n'est pas une solution miracle. Ouais, c'est déjà un premier pas. Voilà, c'est une solution à long terme. D'accord. Donc pour le bureau, ça peut être, on va dire, une semaine. Mm-hmm. Après, les faux départs, ça peut être pour aller, je sais pas moi, juste descendre les escaliers, remonter. C'est ce qu'on fait, ouais. Pour appeler quelqu'un dans le couloir ou quoi que ce soit, ce genre de choses. Ça peut prendre une semaine supplémentaire. Mm-hmm. Et progressivement... Lui, parce que c'est quelque chose qu'il faut savoir aussi sur les chiens, c'est qu'ils apprennent beaucoup plus vite, ils assimilent beaucoup plus vite que nous. Ils acceptent beaucoup plus facilement les habitudes. C'est-à-dire que là, demain, je récupère votre chien, vous le récupérez dans une semaine, vous ne le reconnaissez pas. C'est tout bête, hein. Ouais, ça apprend vite. Donc c'est une question de nous, faut qu'on ait peur de mettre un rythme soutenu. Voilà, c'est ça. Il faut mettre un rythme soutenu. Et en fait, le problème, je ne vais pas vous le cacher, c'est surtout que si vous êtes empathique, c'est que ça vous fait mal au cœur. Ça doit être le cœur du problème. C'est sûr, ça fait mal de remballer les chiens sans arrêt. Voilà, ouais. Mais ça, c'est le cœur du problème. Mais il faut savoir que c'est pour son bien, c'est par amour qu'on fait ça. Ouais. Quand on demande à un chien de dégager, ça peut paraître bizarre. Alors je sais que dans la méthode positive française, il faut faire des câlins et donner des friandises H24, c'est méchant de dire non. Non, c'est par amour qu'on fait ça. C'est qu'on lui permet de se calmer. On lui permet d'avoir un lieu où il peut se calmer. Donc pour finir, donc le rituel du départ, c'est ça. Et donc il faut pas lancer des jouets comme des grenades, mais plutôt les laisser en permanence. Ouais, tout le temps là, ouais. Et casser ce lien entre un objet et l'excitation qu'il y a derrière. D'accord. Et pareil, hein, si vous voulez vous amuser, vous pouvez faire pareil avec ces gamelles. Ouais. Parce que s'il s'excite avant de manger, ça peut être un truc à faire. Ok. Après, c'est du plus, hein, ça en général, c'est pas nécessaire. Hein, mais si vous voulez, par exemple, l'entraîner là-dessus, vous pouvez le faire également. Ok, d'accord. Donc en gros, je vais conclure là-dessus, et vous me direz si vous avez des questions, mais en gros, le but là, ça va être de retrouver l'équilibre naturel du chien, qui est la promenade comme baisse de l'anxiété, donc comme vecteur de bien-être, et la maison comme sieste, tout simplement. C'est ça. Ouais. C'est rééquilibré, parce que là pour l'instant c'était un peu l'inverse, c'est qu'il allait chercher de l'attention dans la maison, c'est ça. Et il faisait un peu ce qu'il voulait à l'extérieur.
Ouais. Donc c'était un vecteur d'excitation qu'il comblait à la maison en cherchant de l'attention. D'accord. L'extérieur, il allait partout, il s'excitait, et donc il avait besoin d'exprimer cette excitation une fois à la maison. Donc là, il va falloir remettre entre guillemets les pendules à l'heure, et faire en sorte que la promenade, ça soit le vecteur de calme, et que la maison, ça soit le calme qui a été vectorisé. Voilà tout. Ok, bah on va dérouler le programme sur les 2 semaines qui viennent, et espérer que ça avance à bon rythme. Ouais, alors est-ce que vous avez des questions du coup ? Bah non, mais c'est clair. Ouais. C'est clair, je pense que là, il y a pas mal de points qu'on a mal travaillé ou pas travaillé comme il faut. Bah, c'est des choses qu'on sait pas. C'est des choses qu'on sait pas et qui en plus en France, c'est des informations qui sont très très difficiles à trouver. Et puis surtout, soigner l'anxiété de séparation, il ressemble beaucoup, c'est un sacré morceau. Oui, il y en a beaucoup, mais surtout qu'il faut pas oublier que l'anxiété de séparation, c'est aussi un énorme marché. Et ça, c'est un truc qu'il faut pas oublier, qu'il faut garder en tête. Et c'est pour ça qu'en France, on ne veut pas donner, en partie, je vais me mettre Animalis à dos, mais c'est en grande partie pour ça qu'on ne cherche pas à donner de solution en France, c'est parce que c'est un énorme marché. J'ai par exemple, je vous dis une très courte anecdote, mais j'avais eu contact avec ceux qui se revendiquent les meilleurs éducateurs de France, qui se revendiquent les meilleurs, enfin les best du Cani, qui eux, leur solution contre l'anxiété de séparation, c'est d'acheter 30 jouets. 30. Ça fait beaucoup de jouets quand même. Bah à 20 € l'unité, ouais, je vous laisse faire le calcul. On a vite compris. Voilà, il y a un budget joué, sinon c'est pas possible quoi. Voilà, on voit où ils vont en venir. Ouais, c'est sûr. Donc ouais, c'est quelque chose qui est très difficile à trouver en France. Ok, on va dérouler le programme, et puis on va essayer d'inverser un peu les choses, rendre la maison vraiment calme, même quand on n'est pas là, et puis qu'il s'occupe plus de nous, quoi. Qu'il vit sa vie, qu'il aille dormir. Très bien. Et puis on va essayer, ok, ça marche. La promenade, ouais. Et la grosse promenade bien crevante. Ça fait vraiment beaucoup. Vous allez voir, ça, c'est toute la différence. Ça fait vraiment une grosse différence. Un chien au pied et un chien lâché, vous allez voir. C'est pas pareil, d'accord. Il faut vraiment travailler le haut pied à bloc aussi pour que ce soit... D'accord, ok. Donc ça, pour le coup, c'est assez difficile, je vais pas mentir. Le travail au pied, c'est long. Mais il faut garder l'objectif en tête. Il faut être patient, il faut pas s'énerver, il faut garder l'objectif en tête. On pourra y revenir à la limite une prochaine fois, si vous voulez, on pourra se rappeler là-dessus. Mais c'est un point sur lequel il faut travailler, et vous allez voir, ça paye vraiment très très bien. Ça pourrait être intéressant de faire un suivi à l'occasion. À l'occasion, ouais. Moi j'attends de toute façon de vos nouvelles, que ce soit par mail, que vous mettiez un commentaire sous la vidéo qui va être postée de cet enregistrement. Ou qu'on reprenne un rendez-vous, vous me direz, on pourra refaire un suivi sans problème, ça sera avec un grand plaisir. Ça pourrait être intéressant de voir un peu les résultats, et puis du coup, en espérant qu'on n'ait que du bon à en dire, et puis ça, nous on aura réglé nos gros soucis. Enfin, ouais. Ouais, j'espère. Et puis tout le monde sera content comme ça. Ouais. Ok, merci beaucoup. Écoutez, si vous avez des questions, allez-y, et puis sinon... Non, ça a été clair, on a pu poser des questions et échanger, donc... on a bien pris des notes, et puis maintenant ça va être parti au travail, c'est ça. Très bien. En tout cas, merci pour votre appel, merci pour l'écoute, et puis j'attends des nouvelles de tout ça, de comment ça avance. On se tient au courant. Ça marche. Et puis bon courage avec du coup j'ai même pas son nom, je me rappelle plus. Il s'appelle Lucas. Lucas, d'accord. Voilà. Ça doit faire retourner des gens dans la rue, ça. Ouais, c'est un peu complexe des fois, mais c'est bon. C'est son nom, il se reconnaît. Ouais, faudra tenter de l'appeler Lucas à l'occasion. C'est ça. Bon, en tout cas, bon courage à vous, on se tient au courant. Ouais, merci beaucoup, et puis à la prochaine. À la prochaine. Pour échanger sur l'efficacité. Yes, et puis on n'oublie pas, le principal, un chien équilibré, c'est un chien heureux. Exactement. On n'oublie pas ça, l'équilibre. Allez, à plus tard. À plus tard, merci. Alors si toi aussi tu veux participer à l'émission et que je fasse une étude de cas de ton chien et de ta relation avec ton chien, n'hésite pas à me laisser un mail à l'adresse qui s'affiche à l'écran et qui est aussi disponible en description, ou laisse-moi un commentaire et je te répondrai peut-être dans une vidéo personnalisée. Allez, à plus!